chers amis, bonjour et déjà bonsoir. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'Anne-Michel et moi, nous papotons autour d'un livre. Il y a des années, nous avons commencé notre habitude. Et nous allons continuer ce soir. Et moi, j'ai le sentiment tout de même, en ayant lu le bouquin pour lequel nous sommes ici ce soir, c'est-à-dire le Rendez-vous de l'horloge, publié chez Trace. C'est un très, très beau livre, et nous en parlerons. Mais enfin, j'étais mis en appétit l'année dernière quand tu as sorti un recueil de nouvelles qui s'appelle « Un jour d'été à Central Park » aux éditions du Coudrier. Alors je m'étais dit en lisant tes nouvelles, bien sûr c'est l'écriture d'Anne-Michel, ce sont les textes courts, ce sont les phrases soi-disant orales, percutantes aussi. Il y a là tout un lacis de procédures que Jacques de Decker avait bien détaillées avant qu'il disparaisse, bien sûr, en parlant de toi. Mais je m'attendais, après ce recueil de nouvelles, à quelque chose de différent, je ne savais pas quoi. Et puis voilà que tu m'envoies ce rendez-vous de l'horloge. Alors là, c'est le choc. C'est un choc dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on se retrouve immédiatement immergé dans la Flandre occidentale. Et quand je dis immergé, ce n'est pas peu dire, on n'est pas ailleurs. Et on retrouve instantanément cette espèce de magie, je crois que tu n'aimes pas la mythologie, et pourtant elle est bien là, cette magie qui semble inspirer tout un territoire et toutes les personnes. Donc voilà, tu as trouvé cet endroit-là. C'est le comble d'être invité chez les écrivains wallons, que je remercie d'ailleurs de m'inviter ce soir, et de leur parler de la Flandre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Enfin, c'est comme ça. Alors, ce livre, en fait, il est le résultat d'un tas d'autres romans où je parlais de folles. J'ai toujours été attirée par les marginales, les femmes un peu particulières qui résonnent bizarrement. On va en parler, oui. Oui, il s'agit ici d'une femme, ce qu'elle raconte en fait n'est pas du tout crédible, et n'est pas concret, et on ne sait pas très bien si c'est la vérité ou pas. Elle délire complètement. Et déjà dans mes précédents romans, dans Le jeune homme de Calais, Clarisse était aussi dérangée. Elle finissait très mal, d'ailleurs elle se noyait dans la mer du Nord à la fin. J'ai souvent été attirée par les femmes un peu bizarres, un peu étranges, au raisonnement délirant. Et je reste convaincu, tu vois que tu parles déjà de ton personnage, et je crois qu'on en dira tout de même bien plus que de phrases tout à l'heure, parce que c'est quand même un très curieux personnage, mais le vrai personnage de ton récit, et tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais le vrai personnage, c'est la mer du Nord, c'est le site. Oui. On a le sentiment que le site dépasse absolument tout. Parce qu'en fait, quand tu parles du rendez-vous de l'horloge, et on dira après, sans révéler tout bien entendu, mais dans quelles conditions tu parles de l'horloge, mais cette horloge fait partie d'un ensemble, et cet ensemble, elle ravage tout le reste. Comme si, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouvait autrefois dans les textes de Gaston Compère, dans les textes de Jean Munot, on retrouvait cette même impression que voilà, c'est le paysage au départ, et après on va faire avec ça d'autres choses, mais la plus grande conquête de l'homme, semble-t-il, ou de tes personnages, c'est bien le lieu. C'est la mer du Nord. C'est vrai que je ne suis pas la seule à être influencée par la mer du Nord. Il y a un certain écrivain, Michel Joiret, qui est très, très inspiré par elle, et qui écrit des magnifiques livres à ce sujet.
Donc je crois qu'il y a eu Jacques Brel aussi. Je crois que la mer du Nord est dans notre ADN. Et alors en fait, on n'est pas du tout dans l'imaginaire, on est dans le précis. On voit par exemple Nieuport, on voit, et j'utilise ce mot-là, et on en reparlera si tu veux bien, on voit Saint-Hidesbalte. Eh bien, à ce propos, si tu permets quelques lignes, je vais te citer. Saint-Hidesbalte, plage de la mer du Nord, station surpeuplée en été, pleine de cris d'enfants disputant des parties de jokari. Saint-Hidesbalte, avec son mélange salé de goudron et d'iode, ses mouettes hurlantes qui déchirent le ciel, son odeur attirante et repoussante, à la fois un mélange de crêpes à la cassonade et de marées basses parfois des senteurs d'égout. Et je passe ici quelques lignes pour dire ceci. Ici, l'air est transparent, les gens, les plages, la mer, tout part en buée, se liquéfie. Voilà. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je situe d'abord le lieu comme ton principal personnage. Et alors, la maison, tu parles d'abord du paysage, ensuite tu décris la maison. Alors, la maison se trouve au bord d'un canal. Tu ne dis pas au bord d'un canal, tu précises le canal et tu donnes des détails très précis sur la maison. La maison est située loin des villes, le long d'un canal entre Wulpen et Bulskamp à Wulveringen, c'est ça, dans un lieu perdu appelé le Zwaantje, en patois. D'ici, on prononce Zwaantje. Zwaantje, voilà. Le Zwaantje, petit cygne en flamand, est un canal tordu, étroit et noir, bourré d'anguilles qui serpentent tout au long d'une plaine où souffle le vent du nord. Donc on arrive dans la maison, au bord du canal, une maison finalement pas comme les autres, et on dira ce qui distingue cette maison aussi un peu plus tard, pour ne pas tout révéler. Mais dans cette maison habite Mira. Bon, alors Mira est un personnage qui n'est pas comme d'autres personnages. Mira est un personnage étonnant. Est-ce que tu pourrais parler de ton personnage? Mais Mira, j'ai épousé ses délires et je la décris. C'est elle qui parle, je la laisse parler, je lui laisse dire tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est elle qui mène le livre. En fait, c'est pas moi qui écris, c'est Mira qui écrit. Et c'est Mira qui mène l'action. Oui, mais Mira mène l'action, certes, mais tu précises immédiatement, que ton personnage n'est pas là par hasard. En fait, elle occupe la maison de sa mère, et on saura après tout ce que cela veut dire. Et ensuite, que cette maison s'inscrit totalement dans le paysage. Ce n'est pas une maison qui est d'ailleurs. Et à ce moment-là, on se rend compte que Mira, d'abord, elle semble vivre seule, mais elle ne vit pas seule. En fait, elle a des animaux autour d'elle. Voilà, plein d'animaux. Je voudrais bien que tu parles de ces animaux. Alors, elle a des chats comme tout le monde, et puis il y a des chiens affamés qui sont les chiens du voisin qu'elle nourrit. Il y a des renards qui passent, il y a des rats qui passent, mais surtout, il y a des perroquets souris. Oui. Le perroquet souris, c'est une sorte de grâce qui arrive dans le roman et qui protège Mira et qui vole toujours au-dessus de Mira pour surveiller ses faits et gestes, qui la couronnent, qui sont présents à chaque moment du livre. Et si j'ai bien suivi ton roman, en fait, ces oiseaux-là accompagnent Mira partout. Et ils la protègent. Elle ne se déplace pas sans ces oiseaux. Non, elle a des oiseaux au-dessus d'elle tout le temps, chaque fois qu'elle sort. Et ce sont de très jolis oiseaux exotiques, invasifs, difficiles. Ils ont pris d'ailleurs la place des chats qui craignent le perroquet souris et qui restent là.
à leur place parce qu'ils ont peur d'eux. Et donc, c'est une espèce aussi invasive que les chats. Voilà. Ce sont des perroquets souris, assez rares d'ailleurs en Flandre, des oiseaux exotiques venus des îles, et qui parsèment le livre et qui apportent une sorte de grâce au livre. Donc il faut l'imaginer. On les trouve aussi dans les contes de fées. Quand Cendrillon, il y a des petits oiseaux qui descendent sur elle et qui lui tressent les cheveux, etc. C'est une sorte de perroquet souris qui s'occupe d'elle. Alors il y a non seulement ces animaux, ces propres animaux qui mènent la vie que vit Mira, il y a ces horribles molosses à côté de chez elle. Horribles molosses, mais elle les nourrit. Oui, elle rachète des gueules de vache au marché, de furnes. Bon, alors si vous voulez bien votre attention un moment pour vous dire ceci, c'est qu'il n'est toujours pas question de relations personnelles et questions d'animaux. Mira, la solitude, le lieu, mais toujours personne. Et en fait, petit à petit, parce que notre ami Anne-Michel connaît fort bien son métier d'écrivain, elle nous dit, ben voilà, je suis Mira, la flamande, et aussi Mira, la marocaine. Tu pourrais expliquer ? Eh bien, elle est née d'une rencontre entre un Marocain et une Flamande, une rencontre très courte qui a fait Mira et qui a fait qu'elle est née. Mais elle est née de personnes très différentes et qui n'ont jamais été ensemble. C'est un amour très éphémère. Un Marocain qui sentait la menthe, qui était du sud, et une Flamande du nord, très, très froide et très différente du Marocain, donc le nord et le sud. Et Mira est une association impossible. Voilà, impossible. Et je remarque une première réaction par rapport à ses parents, de Mira. Je remarque que autant tu es précise quand tu parles de la mer du Nord dans ses moindres détails, autant tu es imprécise quand tu parles des parents de Mira. En fait, on a le sentiment que les parents de Mira, eux, bon, ben oui, une flamande, marocain, etc., c'est une chose assez bizarre, mais un peu illusoire aussi. C'est passé, hein, c'est une histoire passée. Oui. Bon, le résultat, c'est Mira, mais c'est pas un truc qui est durable. Et ce n'est pas ce qui va commander le roman, sauf que, et ça, on y vient peu à peu. Mais je voudrais que tu t'exprimes là-dessus. Mais avant ça, si tu veux bien, je voudrais simplement lire un très court passage sur les oiseaux, parce que je trouve ça... Mes chers perroquets souris vivent en liberté dans la maison. Ces petits oiseaux des îles vert fluo, rapides comme des flèches, accoutumés depuis des années au climat maritime instable de la mer du Nord. Leur espèce est invasive et cruelle comme celle des chats. Alors là, tu parles très très bien. Tu parles beaucoup, d'ailleurs, avec beaucoup plus de précision des perroquets souris des animaux que des parents de Mira. C'est vrai qu'ils sont plus présents. Ils sont plus présents. Voilà. Oui, parce que les oiseaux protègent Mira comme jamais un père ne l'a protégée, donc ils valent mieux qu'un père pour elle. Ils valent mieux qu'un père, voilà. C'est ce que tu racontes. Et puis, j'arrive à ce qui m'attache, probablement, une des choses qui m'attache le plus à ton roman, c'est que tu vis effectivement entre Ensor et Delvaux. On a bien compris. Ensor d'un côté Ostende, Delvaux, côté sud. Et à ce moment-là, on voit très bien que la peinture est quelque chose d'absolument fondamental dans ton écriture. Et c'est un rapport que je voudrais que tu détailles un petit peu, parce que tu es peintre au départ. Au départ, oui. Tiens, une photo. Oui. De moi à 20 ans avec Paul Delvaux. Voilà. On avait l'habitude de rencontrer Paul Delvaux. Je l'ai mis dans mon roman.
inédit. Parce que je rencontre Paul Delvaux le long du canal du Zoange. Paul Delvaux, je me souviens, c'était un type très sportif qui, tous les matins, plongeait dans la mer du Nord, quel que soit le climat. Et il prenait des bains froids comme ça. Et alors je lui ai proposé de plonger dans le canal pour retrouver sa jeunesse. Parce que je l'ai rencontré, il était vieux, il devenait aveugle, et ça le rendait très triste. J'avais envie qu'il prenne un peu de... Enfin, je dis je en parlant de Mira, certainement je me suis personnifiée. Ça, c'est une autre question. Tu t'es identifié à Mira. Oui. En parlant, je suis Mira, c'est vrai. Oui. Mais je reviens à cette promenade entre Ansor et Delvaux. En fait, toute la mer du Nord est une promenade entre peintres. Oui. Et je dois dire que quand tu écris un roman qui prend ce sujet-là pour cible, c'est un peu comme si tu faisais de la peinture. En fait, explique un petit peu ton rapport écriture-peinture, parce que c'est un rapport d'amour, là. On ne peut pas dissocier. J'ai toujours pas, je me suis toujours exprimée en peinture. Et puis, les années venant, j'ai trouvé plus de liberté dans l'écriture que dans la peinture. Il y avait plus de frontières qui m'arrêtaient à un certain moment. Et en écriture, j'avais la liberté totale de franchir les frontières. Donc j'ai préféré continuer à écrire que peindre. Et la peinture est toujours restée, et même s'il y avait des mots qui se mettaient de plus en plus dans mes toiles, je gardais quand même cette expression-là comme première expression. Et des gens comme Ansor et Delvaux sont pour moi tout à fait représentatifs de la mer du Nord par leur peinture. Les plages, par exemple, quand j'entends que Ansor faisait des plages avec des personnages transparents, je retrouve ce personnage transparent dans la réalité de la mer du Nord, où on voit des plages avec une buée, comme tu disais, et des personnages qui se fondent dans un ensemble de pâtes. Enfin, je vois ça. Oui, tu n'es pas le seul écrivain à avoir ce genre de vision. Je pense notamment au regard de Michel de Gelderode sur le bal du Ramor, par exemple, tu vois, avec les masques qui sont là partout et qui progressent et qui font partie de la vie. Maintenant, on arrive à une autre partie de ton roman qui est tout de même tout aussi importante que ce qu'on vient de dire, parce qu'on n'a pas encore tellement parlé des gens, finalement. Hein. On a parlé des parents, tu m'as dit toi-même, c'est lointain, etc., ils sont différents. Bien, mais en fait, tout le côté, le volet humain de ton roman est un ensemble de malentendus. Le malentendu commence à la naissance de Mira, puisque ça ne marche pas entre une mère flamande et un père marocain, ça n'a pas marché. Bon. Ça n'a pas marché non plus entre Mira et ses parents. Je ne vais pas révéler des parties de ton roman qui sont probablement plus intimes, plus poussées, mais enfin, c'est vrai, ça n'a pas marché. Et donc, Mira est dans l'attente de quelque chose qui pourrait survenir un jour dans sa vie et qui rachèterait un peu l'ensemble de ces malentendus, parce que, franchement, l'entourage de Mira, enfin le petit entourage de Mira, on distingue peu de gens autour d'elle, mais en vrai, c'est tout de même lamentable. Je veux dire, elle n'a pas de véritable relation avec des gens, elle n'a pas d'amis proches, elle a des relations épisodiques, mais tout ça n'est pas concluant, je veux dire, au niveau de l'humanité. On ne sait pas ce que pense Mira, hein. Je ne sais pas ce qu'elle pense. Mais justement, je ne sais pas si elle pense qu'elle est si pauvre en relation, je ne sais pas. Non, mais c'est le lecteur qui... Oui, mais elle a quand même des relations. Il y a Fabre, oui, qui est quand même quelqu'un qu'elle aime bien.
Et alors il y a Aglaé, qui est la douceur, qui personnifie la douceur. Mais chaque fois dans ton roman, justement, ce sont des personnages que tu cites, et puis ils disparaissent. Oui, tout le monde disparaît. Voilà. C'est bien ce que je voulais te Sauf faire. le perroquet souris. Sauf les perroquets Les souris. perroquets souris sont éternels. Je ne sais pas, moi je n'analyse pas tellement. Non, mais en lecteur, si tu veux, on peut se poser la question. Alors, ce sont des rendez-vous manqués, là tu es d'accord avec moi, il y a donc des choses qui ne se sont pas faites au cours du temps. Sauf que, un jour, Mira reçoit un courrier qui lui propose le rendez-vous de l'horloge. Alors, le rendez-vous de l'horloge, je crois qu'on ne va pas trop en parler, mais Mira semble satisfaite de recomposer un lien avec celui qui signe cette lettre et qui devrait être son père. Oui, elle a d'abord vécu un cauchemar en allant à Furnes, où elle se trouve confrontée à la procession des pénitents, qui est une sorte de long cortège qui se transforme en cortège d'horreur, parce qu'elle... Oui. Enfin, c'est indescriptible. Ce qui se passe à ce moment-là, elle imagine dans le canal qu'il existe des cortèges d'horreur qui prennent forme, Voilà. qui sont un peu à la manière de peintures danseurs, d'ailleurs de masques. Oui, c'est ce que je voulais aussi souligner chez toi, c'est que dans ce roman, au fil des pages, on se rend compte que les frontières sont plus que ténues entre la réalité et l'imaginaire. En fait, quand je dis frontières, il n'y a pas de frontières, il n'y a rien du tout. C'est un roman, et en cela, tu t'inscris parfaitement dans une certaine littérature de Flandre occidentale, si tu veux, où des auteurs belges d'expression française parlent de la mer un peu comme tu le fais toi-même, c'est-à-dire en disant je ne sais pas où commence l'imaginaire, je ne sais pas où finit le réel, mais enfin c'est toujours la même histoire. Et il n'y a pas de frontières. Tu es d'accord avec ça? Oui. Mais tu analyses le livre, je ne me regarde jamais écrire, je n'analyse pas ce que j'écris. On va parler de tu en parles beaucoup mieux que toi. Moi je ne peux pas en parler. Non, mais tu en parles comme tu peins et tu en parles comme tu écris, ce qui nous intéresse beaucoup ce soir. Mais moi je peux te dire qu'il y a une confusion voulue, je crois, entre le réel et l'imaginaire. Et alors, tout ce que fait Mira est poussé par une crise sensorielle. Elle a envie de sentir, d'éprouver tout le temps. Elle éprouve. Elle ne parle pas, ou presque pas, mais elle éprouve en permanence. C'est comme ça que je l'ai... Sans doute. Je crois qu'elle est comme ça. Voilà. Et donc, on va peut-être terminer notre entretien, si tu veux. D'abord par le mystère que ce livre va laisser. Je vous conseille de lire ce très beau livre aussi pour... il est passionnant parce qu'on ne sait pas très bien où va-t-elle nous mener, Mira. Vous savez, on ne sait pas. Mais elle va nous mener quelque part tout de même. Maintenant, la façon d'écrire, la signature d'Anne-Michel Abbès, c'est quand même quelque chose dont il faut parler. Même si je ne sais pas me répondre, moi je ne sais pas, j'écris, je ne sais pas ce que c'est, on verra bien, etc. Je sais ce que tu dois me répondre, mais moi je te dis, il y a tout de même des choses à dire. D'abord, c'est que dans l'écriture courte, ce que tu avais d'ailleurs beaucoup apprécié dans tes nouvelles, par exemple, tu te sens parfaitement à l'aise. Dans Ma voisine a hurlé toute la nuit. Voilà. Oui, et on voit toujours des femmes qui apparaissent qui sont un peu dérangées dans les nouvelles. Oui, mais l'écriture d'une Mira, c'est pas rien. Hein. Arriver à la faire apparaître comme elle est, parce que l'important, c'est qu'à la fin du récit, on la voit. Chaque lecteur pourrait la dessiner. Donc, des passages courts qui sont dynamisés
presque par la parole. En fait, quand tu écris, tu parles en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si tu t'exprimais et que tu écris en même temps tes paroles. Et je crois que, plus, non seulement quand tu parles, tu écris, mais tu peins aussi. Tu fais différentes opérations de communication. Je ne sais pas si je suis dans la vérité en disant ça, mais c'est ce que je ressens finalement quand je lis ce que tu Heureusement qu'il y a des lecteurs comme toi qui parviennent à traduire ce que j'essaye de faire passer. Ça, c'est un miracle. Je suis quand même ici pour m'émerveiller de la façon dont tu donnes ce récit, parce que le rendez-vous de l'horloge, vous ne saurez pas ce soir, la fin de ce roman, je n'ai pas vous la donner, ça ne se fait pas. Je vous ai parlé de Mira, ça peut se faire d'une certaine manière, et je vous ai surtout parlé de la mer du Nord aux écrivains wallons, ce qui ne se fait pas non plus, mais enfin, qui peut se faire dans une certaine mesure. Et je vous conseille ce livre parce que non seulement il s'inscrit dans une tradition que nous connaissons bien, mais il est tout simplement passionnant. Merci Anne Michel. Merci Michel.